Le Monte-Carlo. Tout commence en 1911. À cette époque, l'automobile est encore rare, réservée à quelques privilégiés à la fortune solide, des gens qui ne pouvaient laisser insensible la société des bains de mer. D'où l'idée de les attirer dans la principauté, et surtout dans les casinos, à l'occasion d'un rallye dont la moyenne imposée atteignait les 25 km à l'heure. Cela n'empêcha pas André Nagel, parti de Saint-Pétersbourg, de ne mettre que 6 jours pour couvrir les 3300 km qui le séparaient de Monaco. Après la Première Guerre mondiale, l'épreuve renaît en 1924. D'année en année, le succès s'affirme. En 1930, une centaine de pilotes se disputent la victoire. Quant aux passagers, on ne les appelait pas encore copilotes, leur nombre n'était pas limité, mais leur poids, si. Ils devaient accuser obligatoirement plus de 60 kilos chacun. Autant dire que certains poids légers n'hésitèrent pas à charger leurs poches de clés à molette ou de barres de plomb. En ce temps-là, déjà, on ne badinait pas avec le poids et les contrôles techniques. Les commissaires se montraient impitoyables tout au long de la course. Ils n'hésitaient pas, par exemple, à multiplier les contrôles secrets dans l'ascension du col de Brosse. Objectif, s'assurer que chaque voiture roulait au moins à 20 km/h. Col de Brosse et la montée de la Turbie, c'étaient alors les deux épreuves qui départageaient les concurrents. Cette année-là, Hector Petit l'emporta sur une petite voiture française, une licorne, à la moyenne de 43 km/h. Seconde Guerre mondiale, nouvelle interruption pendant 10 ans. En 1949, le rallye renaissant connaît un rush de participants, 230 engagés. Mais le rideau de fer exclut de l'épreuve la moitié de l'Europe. Hotchkiss truste les premières places. Mais on note aussi les débuts extraordinaires de la 4 chevaux Renault qui gagne sa catégorie. Le jeune prince Régnier dévoilait déjà sa passion pour l'automobile. En 1955, le rallye revêt un caractère sportif plus évident. Avec entre autres un parcours de concentration et un circuit de montagne dans l'arrière-pays niçois. En 1955, c'est aussi un hiver particulièrement rigoureux. La neige, le verglas élimineront sans pitié bon nombre de concurrents. Et oui, hélas, l'année prochaine peut-être. 1962, le cinéma d'actualité prend des couleurs, mais certains pilotes pâlissent dans les méandres de Monaco. Le rallye emprunte pour la première fois le célèbre circuit en ville qui complète les épreuves spéciales créées l'année précédente. On s'enthousiasme pour un nommé Graham Hill. Durant les 4 tours du circuit, on découvrira aussi cette année-là l'acharnement de Pat Moss, grande dame du volant, dans sa Mini blanche. On assistera aussi à des luttes épiques entre l'énorme Suédois Carlsson sur Saab, qui gagnera 2 années de suite, et l'Allemand Bohringer sur Mercedes.
1963, le gymkhana sur le port reste un élément spectaculaire et déterminant à l'issue du circuit en ville et d'un parcours routier d'une difficulté exceptionnelle. Le calcul par indice permet alors aux petites cylindrées de s'imposer et l'on voit poindre déjà au détour du chronomètre le court museau des Mini Cooper. En 65, le Monte-Carlo devient plus musclé. Le circuit en ville est supprimé, mais il est remplacé par un parcours complémentaire de montagne en 6 épreuves spéciales. C'est déjà presque le rallye actuel, où conduire vite sur la neige devient priorité absolue. La dynastie des pilotes scandinaves s'installe. L'un d'entre eux réalise l'exploit de rallier la principauté sans pénalité routière. C'est Mäkinen sur Mini Cooper. Son exploit fera de lui l'un des plus brillants vainqueurs. « 68, 69, 70, année des Porsche 911. Mais en 71, la 914-6 de Val-de-Garde n'est déjà plus dans le coup. Col de Turini, image somptueuse. Le talent des pilotes et les progrès techniques permettaient ces glissades diaboliques. On pouvait alors utiliser sur les berlinettes des pneus neige à 650 clous pyramidaux. En 71, les 3 mousquetaires alpines étaient 6, ils réalisèrent le triplé au classement général. Et déjà, la légende Ragnotti perçait sous la furia du petit Jeannot. En 1975 s'ouvre l'époque des Lancia Stratos. 3 victoires consécutives pour Munari vont consacrer cette voiture, la plus révolutionnaire de cette période. La Stratos marque un tournant dans la stratégie des constructeurs. Désormais, ils commenceront par concevoir un prototype spécifique pour les rallyes qu'ils tenteront ensuite d'adapter aux besoins de Monsieur Tout-le-Monde. En 1980, Lancia, qui n'a plus rien à prouver, laissera la place à la Fiat 131 Abarth, qui permettra à Roll de signer son premier succès.
1981, une lutte sans merci va opposer la Porsche de Terrier à la R5 Turbo de Jean Ragnotti. Le duel sera arbitré par les Lotus, championnes du monde cette année-là. « 81 toujours, Rorl et son Opel Ascona attendent leur heure. De son côté, Audi signale sa présence et se met à rêver à la victoire. Malgré les apparences, c'est Ragnotti qui supportera finalement le poids de la victoire. Aujourd'hui, la couronne est sur la tête de l'Allemand Rorl. Faisons les comptes. 1980, premier Rorl sur Fiat Abarth. 82, premier Rorl sur Ascona 400. 83, premier Rorl sur Lancia Rally. 84, premier Rorl sur Audi Quattro. 4 victoires, 4 voitures différentes. Rorl est bien le roi du Monte-Carlo.